Donc là, nous allons enchaîner sur un spot visuel sur les ainsi que notre qualité de vie. Donc, j'invite à présent Olivia, j'invite à présent Sylvie, Alexandra et Patricia. Bonjour. 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 Bonjour Alors moi, à tous. on ne peut pas m'ouvrir la vidéo simplement. Moi non plus. J'ai été bannie. On va régler les différents problèmes. Tout va bien se passer. Déjà, un grand merci à toutes, du coup, d'être réunies ici pour pouvoir nous faire découvrir un peu tout ce qui est soins de support. Donc, un grand merci à Maxence de nous avoir donné l'opportunité d'avoir ces précieux praticiens que vous êtes pour nous faire découvrir un peu tout ça. Donc, maintenant, je vous laisse entre vous et vous allez nous dire tout ça. Alors, avant tout, merci pour votre invitation. Ah, je ne vous vois plus. Vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Je vous revois, c'est bon. Alors, tout d'abord, on voulait toutes vous remercier pour cette super invitation à intervenir auprès de vous. Et merci à Alexandra d'être avec nous avec les 9 heures de décalage qu'elle a en moins par rapport à nous. Donc, la pauvre, elle devrait dormir, mais non. Alors, nous sommes 3 praticiennes qui travaillent au sein du cabinet Maxence. Alors, c'est situé à Lagny-sur-Marne et Bussy-Saint-Georges, dans le 77, si vous connaissez. Et chacune se présentera après. Je vais juste dire quelques mots sur le cabinet Maxence pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Alors, le cabinet Maxence, c'est un cabinet de thérapie complémentaire qui permet à chaque praticien et patient de trouver sa place au sein d'une équipe pluridisciplinaire vraiment très développée. Être chez Maxence, c'est aussi pouvoir plus facilement orienter les consultants vers d'autres praticiens, donc kinésiologue, aromathérapeute, sophrologue, hypnothérapeute, sexologue, coach de vie, naturopathe, enfin on en a plein. Quand nous, notre pratique n'est pas suffisante à elle-même, donc on peut s'orienter vers nos collègues. Être chez Maxence, c'est aussi la possibilité d'accueillir les consultants dans de magnifiques locaux qui apportent la sérénité dès la porte franchie et dans de bonnes conditions. Et être chez Maxence, c'est aussi pouvoir bénéficier de la visibilité et de la renommée du cabinet et également être entouré de praticiens qualifiés et ayant les mêmes valeurs de pratique. Alors, avant tout, juste une petite mise en garde avant qu'on commence, enfin une mise en garde, non, quelque chose que je tiens à dire. Avant toute chose, chaque personne est différente. Même si le diagnostic médical est le même, chaque personne aura et ou percevra les symptômes différemment. C'est pour cela que le suivi de nos pratiques sont vraiment personnalisés et primordial. Je tiens vraiment à appuyer là-dessus. Et c'est aussi pour ça que je m'en garde toute personne qui entreprend une automédication ou une prise de compléments alimentaires ou un changement alimentaire, etc., tout seul dans son salon, comme j'aime à dire, avec notre ami Internet. Alors, il est rempli de bons conseils, d'accord, mais aussi de mauvais, mais surtout, et pas des moindres, il ne vous connaît pas et ne prend pas en compte vos antécédents, vos traitements actuels, allopathiques ou pas, votre vie, votre état moral, vos autres pathologies s'il y en a, etc. C'est vraiment très important. Il y a aussi le conseil d'un ami, puisque j'ai eu ça en cabinet, qui a peut-être essayé quelque chose qui a fonctionné pour lui, mais qui ne veut pas du tout dire que ça fonctionnera sur vous, car vous n'avez pas du tout le même organisme, ni le même terrain, et encore une fois, pas la même vie, pas les mêmes choses, quoi. Vous n'êtes pas la même personne. Donc, ce n'est pas anodin, par exemple, de retirer toute la viande de son alimentation du jour au lendemain ou de retirer la totalité du gluten ou de faire des potions avec des plantes, des huiles essentielles, etc., faire un peu sa sorcière. Ce n'est pas anodin, vraiment. Il y a des étapes à franchir pour que l'organisme l'assimile correctement et aussi pour savoir si c'est vraiment utile de supprimer tel ou tel aliment ou de prendre telle ou telle plante ou telle huile essentielle, bien sûr. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'était juste une parenthèse que j'avais envie de dire parce que je le retrouve souvent en cabinet. Donc voilà, au moins, je l'ai dit au plus grand nombre. Si ça touche quelqu'un, c'est génial déjà. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Maintenant, je vais me présenter quand même. Donc, moi, je suis Sylvie, j'ai 33 ans. Je suis naturopathe certifiée spécialisée dans le drainage lymphatique et je suis maître Reiki. Alors, la naturopathie, c'est quoi ?
c'est pas quelque chose avec les plantes, etc., comme on me dit souvent. La naturopathie, c'est la 3e médecine traditionnelle derrière la médecine chinoise et la médecine ayurvédique. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, la reconnaît comme un ensemble de méthodes de soins visant à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens considérés comme naturels et biologiques. Un des fondements de la naturopathie, c'est l'énergie vitale qui vise à préserver et à optimiser la santé globale de l'individu. Et la naturopathie, c'est l'association corps, âme et esprit. L'un ne va pas sans l'autre, c'est un trio, ça marche ensemble. Si un est déréglé, l'autre n'ira pas, tout va ensemble. C'est une pratique très complète. On travaille vraiment sur toutes les sphères de la personne. Donc, on ne va pas s'arrêter à votre alimentation seulement. On va voir votre vie sociale, le moral, tout ce qui se passe, votre état physique, etc. Donc, je suis vulgairement parlant une éducatrice de santé, on m'appelle comme ça. Donc, j'accompagne toute personne qui a envie d'effectuer des changements nécessaires pour devenir maître de sa santé et de son bien-être de façon naturelle. Tous les âges de vie sont concernés. Il n'y a pas de personne que je ne prends pas. C'est pour aussi maintenir le corps en bonne santé, améliorer son hygiène de vie, son bien-être physique et psychique et prévenir les désagréments corporels ou atténuer ceux qui existent déjà. Et je pense que j'ai bien résumé la naturo. Voilà, je te laisse la main, Olivia. La suivante veut bien ouvrir son micro. Bon. C'est bon, je ne pouvais pas verrouiller mon micro, désolée. Donc, à mon tour de me présenter, donc, je suis Olivia Mouti, je suis sophrologue certifiée, je suis praticienne également en Reiki et je pratique depuis peu le massage bien-être et le massage prénatal, donc pour les femmes enceintes. J'accompagne toutes les personnes qui souhaitent développer leur potentiel et retrouver un état de bien-être. Alors, je vais intervenir sur plusieurs problématiques, donc dans le cadre de l'amélioration du quotidien, par exemple, tout ce qui est gestion du stress, confiance en soi, troubles du sommeil, estime de soi, également la préparation mentale à un examen, une compétition sportive ou une naissance. J'accompagne également pour l'accompagnement d'un traitement médical. Alors, en général, c'est principalement la gestion de la douleur, et également la gestion des comportements phobiques ou addictifs en complément d'un suivi psychologique. Alors, la sophrologie, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une méthode psychocorporelle qui va agir à la fois sur le corps et sur le mental à l'aide d'exercices de respiration, des mouvements doux inspirés du yoga et des exercices de visualisation inspirés de l'hypnose. En fait, c'est vraiment une technique qui a été inspirée de plusieurs mouvements. Donc, il s'agit d'une thérapie qui est dite brève. Alors, elle se déroule en moyenne sur 10 séances, entre 8 et 12 à peu près, à raison d'une séance par semaine. Et donc, en tant que sophrologue, en fait, je vais fournir les outils à mes clients afin de les aider à gérer ce qui ne va pas. Et ensuite, tout est une question d'entraînement sur la durée. Voilà. Je laisse la parole à Patricia. Bonjour, alors je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Ah oui, on m'entend. Ok, super. Je m'appelle Patricia Chapuis, donc je suis praticienne en aromathérapie et en Reiki. Je suis spécialiste des maladies chroniques et j'ai une approche globale de la personne, comme mes collègues. La personne qui ne se réduit pas à sa maladie, elle a une histoire, un vécu, un terrain, des émotions. Et je vais autant m'intéresser à la problématique pour laquelle la personne est venue me voir qu'à l'environnement émotionnel. C'est vraiment cet environnement-là qui va l'intéresser, dans lequel elle évolue ou elle a évolué dans le passé. Alors, qu'est-ce que c'est l'aromathérapie? C'est l'utilisation des huiles essentielles dans le domaine de la santé et du bien-être, et on va les utiliser pour améliorer le confort de vie en complément de la médecine. Les huiles essentielles sont des concentrés de plantes aromatiques. Donc, cette concentration, elle leur donne leur efficacité, mais également en font des produits à manier avec précaution, on va dire. Il y a des notions fondamentales à connaître pour les utiliser en toute sécurité. Alors, on peut bien sûr apprendre en automédication, et comme l'a dit Sylvie, on trouve de nombreuses informations sur Internet, mais cela prend du temps, beaucoup d'énergie,
et il va falloir trier le vrai du pas tout à fait exact en passant par le carrément erroné. Et donc, l'avantage du praticien qui est formé, c'est qu'il connaît les limites, les toxicités, les contre-indications, il tient compte des médications, des autres pathologies. Et chaque personne a vraiment un terrain différent, elle ne réagira pas comme le voisin. Comme l'a dit Sylvie, pour une même problématique, une huile essentielle va fonctionner avec l'un et pas avec l'autre. On est donc dans le sur-mesure, vraiment. Alors, je pratique également le Reiki, comme mes collègues. Et enfin, je suis formatrice, autant en direction des praticiens de bien-être qui veulent intégrer l'utilisation des huiles essentielles en complément de leur pratique, qu'en direction des particuliers quand ils veulent utiliser les huiles essentielles en aromathérapie familiale. Voilà, aujourd'hui, je suis là pour vous expliquer en quoi l'aromathérapie peut vous aider à améliorer votre quotidien. Alors, Alexandra, tu vas nous accompagner pendant 1 heure. Qu'est-ce que tu peux nous dire te concernant? Merci beaucoup, Patricia. Bonjour à tous. J'ai effectivement une petite voix puisque j'habite à l'autre bout du monde. Il y a 9 heures de décalage entre nous. Donc, je m'appelle Alexandra, j'ai 30 ans, je vis dans l'Ouest américain. J'ai une CEP depuis août 2019. Je suis également chroniqueuse au sein de CEP Avenir et en reconversion en naturopathie. Évidemment, je vais vous accompagner ensemble pour un petit peu comprendre tout ça. On va aborder différents thèmes. Le premier est celui notamment de la douleur. Si beaucoup de sceptiens connaissent des douleurs, et notamment des douleurs neuropathiques, on n'imagine pas toujours qu'on puisse se tourner vers les médecines douces. Aujourd'hui, Olivia, en tant que sophrologue, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment la sophrologie peut nous aider à gérer les douleurs? Bien sûr. Alors en fait, la sophrologie, elle peut apaiser et diminuer les symptômes qui sont liés à la douleur chronique en rétablissant progressivement un équilibre physique, émotionnel et mental. En programmant le cerveau de manière positive, en fait, il est possible de tenir à distance la peur de la douleur. En fait, en sophrologie, la première chose qu'on va faire, c'est se recentrer et se focaliser sur la douleur afin de pouvoir la décrire et la définir. Alors, grâce à la phénodescription, qui est une des techniques, alors donc c'est la description des phénomènes et des sensations qui sont vécues sur le moment. Et grâce à la phénodescription, en fait, la localisation, la forme et le ressenti de la douleur vont être affinés. En fait, il s'agit d'observer la douleur et lui donner une couleur ou une forme, puis diminuer progressivement l'intensité de cette douleur pour la rendre en fait plus supportable. Une autre technique utilisée, c'est l'évacuation des tensions. En fait, grâce à des exercices de contraction musculaire, le simple fait de contracter un muscle, puis de le relâcher, va apporter en fait la détente instantanément. Grâce à la respiration également, donc il faut savoir qu'en sophrologie, presque tout est basé sur la respiration, ça va permettre de diminuer la douleur. On sait que quand on se cogne, notre premier réflexe, c'est de souffler. Voilà, donc en fait, c'est le lien qu'il y a entre la respiration et la détente. Ensuite, il y a quelques techniques de défocalisation, comme on peut trouver en hypnose par exemple. En sophrologie, on va accueillir la douleur et ensuite, on va focaliser sur les endroits qui vont bien. Parce qu'en général, dans notre société, on a tendance à mettre l'accent sur ce qui ne va pas, mais quand ça va bien, on arrive moins bien à le décrire. Donc, en sophrologie, on va justement creuser sur ce qui va bien et expliquer les ressentis vraiment en détail. Lors des exercices de visualisation, on va utiliser les propres ressources du client. C'est-à-dire, lors de la première séance, on fait un questionnaire qu'on appelle questionnaire d'anamnèse, où on va vraiment poser des questions, alors pas indiscrètes, mais vraiment pour connaître le client et pouvoir proposer des choses vraiment personnalisées, et afin donc de lui faire visualiser des lieux, par exemple, ou des situations qui lui procurent, lui, personnellement, de la détente et du calme. Et en fait, grâce à la pratique de la sophrologie, la personne, elle va apprendre à écouter son corps, à écouter ses signaux et ses messages pour mieux les interpréter. Alors bien sûr, il y a d'autres pratiques qui vont aider à la douleur. Patricia, je sais qu'en aromathérapie, tu peux proposer aussi des choses sur la gestion de la douleur. Oui, tout à fait, merci Olivia. On a de nombreuses huiles essentielles dans le domaine de la douleur. Et pour choisir les huiles essentielles les plus appropriées, en premier lieu, on va regarder le type de douleur. Donc, certaines huiles essentielles seront plus adaptées dans le cas de douleurs de type dite nociceptive, comme les douleurs musculaires, les raideurs, les tensions, la spasticité, la contraction violente du muscle.
alors que d'autres huiles essentielles seront plus appropriées pour des douleurs de type neuropathique ou névralgique. On va également prendre en compte l'intensité de la douleur. Certaines huiles essentielles ont plutôt des propriétés qu'on dit antalgiques, donc qui baissent le niveau de la douleur, et ça c'est plutôt pour les douleurs dites faibles à modérées, alors que d'autres huiles essentielles ont des propriétés analgésiques qui, elles, diminuent la sensibilité à la douleur. Et enfin, on a des huiles aux propriétés anti-inflammatoires, et certaines huiles même cumulent plusieurs de ces propriétés. Enfin, sans rentrer dans un détail trop technique, on a aussi besoin de connaître le mode d'action des huiles essentielles. Elles n'ont pas toutes le même mode d'action et elles vont agir sur un ou plusieurs des processus de la douleur ou de l'inflammation. Donc, par exemple, si on propose des mélanges de plusieurs huiles essentielles dont les modes d'action sont différents, on aura une plus grande efficacité. On va donc s'adapter à la personne, au type de douleur dont elle souffre, à leur intensité, mais aussi à leur localisation. Alors, en aromathérapie, on va plutôt utiliser dans le domaine de la douleur en application cutanée, localisée sur la zone douloureuse, les huiles essentielles s'utilisant en dilué, hein, bien sûr. Mais là également, ça dépend du contexte, hein, parce que si la personne a des zones douloureuses bien localisées, pas trop nombreuses, on va pouvoir appliquer ces préparations cutanées sur ces zones. Par contre, si on a une personne avec plutôt des douleurs plus diffuses et sur des zones très larges, on va réfléchir autrement, hein. On va peut-être agir de façon plus systémique, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'organisme, soit par voie cutanée, soit par voie orale, avec l'accompagnement d'un praticien formé, hein, par voie orale. On peut aussi également agir par la voie olfactive, parce qu'on va agir sur le système nerveux qui est très impliqué dans la douleur et l'inflammation. Alors, je vous donne quelques exemples pour vous montrer qu'on a une palette de possibilités très étendue, mais attention, comme l'a dit Sylvie en introduction, chaque personne est différente, on doit tenir compte de l'ensemble de la situation individuelle avant de choisir les huiles. Et ce ne sont pas des recettes que je vous communique, c'est vraiment pour que vous voyez la palette. Alors, par exemple, la Gaultérie, c'est une des huiles essentielles les plus connues en matière de douleur. Elle est anti-inflammatoire et analgésique, mais elle a des contre-indications pour les personnes qui sont allergiques aux dérivés salicyliques, par exemple, comme l'aspirine, ou aux personnes qui utilisent des anticoagulants. Plus précisément, dans les névralgies ou les douleurs névrétiques, on a des huiles essentielles comme l'estragon, le basilic tropical ou une huile essentielle qui s'appelle le catrafal. Dans les douleurs neuropathiques, on a des huiles essentielles comme le néroli ou le jasmin. Pour les névralgies comme celle du trijumeau, on peut avoir la verveine citronnée ou la marjolaine des Ardins. Ou dans les cas des personnes qui ont des douleurs et qui ont une sclérose en plaques, on utilise assez souvent les huiles essentielles comme la lycée citronnée, le myrte citronné ou la myrrhe amère dans le cas des douleurs qui vont agir sur différents types de douleurs. Voilà, vous voyez qu'en aromathérapie, on a pas mal de possibilités, mais aussi on a la naturopathie qui peut être également d'un grand secours. Sylvie, toi, ton approche sur la question des douleurs pour un patient atteint de la sclérose en plaques, ce serait quoi? Alors, moi, chaque patient qui vient dans mon cabinet, comme disait Olivia, remplit une anamnèse ensemble, bien sûr. Donc, c'est l'ensemble de sa vie au moindre détail. Les pathologies, les antécédents, les traitements, etc., les douleurs, etc. Moi, ce que j'aime travailler en premier, c'est ce que j'aime, suivant la personne. Voilà, c'est toujours suivant la personne. C'est beaucoup travailler sur la sphère psychosomatique qu'on met souvent de côté. On pense beaucoup aux douleurs très physiques, mais il y a aussi les douleurs de la sphère psychosomatique, qui sont les troubles ou les douleurs physiques occasionnées ou aggravées par le facteur psychique. Donc, c'est l'effet de l'esprit sur le corps humain. Tout ce qui ne s'exprime pas, donc tout ce qu'on ne dit pas, ce qu'on n'arrive pas à dire, le sentiment qu'on ne va pas y arriver ou qu'on aura toujours mal, ou cette sphère un peu négative s'imprime dans le corps, et après c'est le corps qui va exprimer en fait ce que vous voulez dire. Donc souvent ça soit ampleur déjà les douleurs que vous avez existantes, ou alors ça vous en crée en plus, ou alors ça vous en crée alors que vous n'en avez pas. Donc travailler sur la sphère psychosomatique, ça permet vraiment de réduire les douleurs physiques liées à la psyché.
Donc, moi, ça va être très rapide puisque vous avez déjà dit une bonne partie et on se complète bien là-dessus. En conseils naturaux, en pur, ça serait l'infusion de Reine des Prés, qui est un anti-inflammatoire. Toujours avec l'anamnèse, hein, si c'est possible ou pas. L'activité physique adaptée et si vous pouvez, suivant les douleurs, bien sûr. Et moi, ce que j'aime conseiller, parce que c'est génial, mais avec des contre-indications, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le lait d'or. Donc, c'est du lait végétal avec un concentré de curcuma et de gingembre. Mais parce que le curcuma est un anti-inflammatoire naturel et un antidouleur naturel. Mais par contre, c'est un anticoagulant. Donc, ce n'est pas bon pour ceux qui sont déjà sous anticoagulants parce que sinon, vous allez nous faire un geyser et là, ça ne va pas être génial. Et après, en conseils naturaux pour la psyché, je peux vous accompagner avec les fleurs de Bach pour tout ce qui est émotionnel et gestion de stress et tout ce qui engendre cette sphère psychosomatique. Et le Reiki, bien sûr, que je vous détaillerai à la fin. Voilà pour moi en petit résumé naturel. Eh bien, merci beaucoup les filles. Je vais justement rebondir sur ce que disait Sylvie, sur la douleur peut engendrer du stress. On sait que la maladie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça peut engendrer un stress général et ou de l'anxiété. Cela peut rendre une vie très anxiogène pour les malades et difficile au quotidien. Patricia, est-ce que tu peux nous dire comment l'aromathérapie va nous permettre d'apaiser nos maux? Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est vrai que dans le cas des maladies comme la sclérose en plaques, les maladies lourdes, l'évolution de la maladie, les douleurs, la fatigue, les troubles du sommeil, ça va fortement dégrader la qualité de vie et ça peut induire le stress et l'anxiété qui, elles-mêmes, comme l'a dit Sylvie, vont engendrer encore plus de douleurs, encore plus de difficultés à dormir, etc. Donc, on a un intérêt à stopper ce cercle un petit peu infernal. Alors, pour ce qui me concerne, il est très important de bien faire la différence entre le stress et l'anxiété qu'on confond souvent, car en plus, on va utiliser potentiellement des huiles essentielles différentes. Alors, pour résumer la différence entre le stress et l'anxiété, je donne souvent cet exemple. Imaginez que demain matin, vous ayez un entretien professionnel super important à vos yeux. Scénario 1, vous arrivez en gare et votre train est en retard. Là, vous subissez un stress. Le train est vraiment en retard et il vous met dans une situation que vous percevez comme périlleuse pour vous. Scénario 2, vous êtes chez vous, vous vous préparez et en pensant à l'importance de votre rendez-vous, vous craignez que votre train ne soit en retard. Ça, c'est de l'anxiété. Vous anticipez une situation. Le stress et l'anxiété, ce sont des processus naturels d'adaptation. Tous les êtres vivants sont dotés, chacun à leur niveau, évidemment, et c'est leur excès et leur répétition qui sont délétères pour la santé. En fait. Et dans ce domaine, on a des huiles essentielles. Soit on va utiliser les huiles essentielles, soit par voie cutanée ou par voie olfactive, qui vont agir toutes les deux, dans les deux cas, sur le système nerveux. Alors, voici quelques exemples des possibilités que nous avons en aromathérapie. Déjà, nous avons des huiles essentielles qui ont des propriétés anxiolytiques, donc contre l'anxiété. C'est le cas de l'huile essentielle de mandarine verte, par exemple, mais mieux encore le petit grain de mandarine, qui est un peu plus rare. D'autres huiles essentielles ont des propriétés calmantes du système nerveux sympathique. Vous savez, on a un système autonome, c'est-à-dire qui marche en nous. Le sympathique, c'est plutôt celui de l'éveil. Le parasympathique, c'est plutôt celui du repos. Donc, le système nerveux sympathique, c'est lui qui est à l'origine du déclenchement du processus du stress. D'abord, on peut le calmer. On a, par exemple, la bergamote, le bois de santal ou la rose. Et on les utilisera plutôt en fin de journée. On a aussi certaines huiles essentielles qui vont agir sur les neuromédiateurs. Par exemple, on peut agir sur le taux de sérotonine en journée, ce qui va avoir 3 avantages. On va aider sur l'humeur, on va aussi également aider sur la modulation de la douleur, parce que la sérotonine est dans ce cadre de gestion de la douleur, de la sensibilité à la douleur. Et on va favoriser en plus le sommeil le soir, parce qu'on sait que la sérotonine, si elle est haute en journée, va aider à créer la mélatonine, etc. Et la valériane. Par exemple, sur les taux de sérotonine, on a de l'élan-ylang, la lavande, la marjolaine du jardin. C'est vraiment des exemples qui vont aider à remonter de la sérotonine. Et puis, on a aussi d'autres huiles essentielles comme le niaouli ou la noix de muscade qui, elles, vont agir sur le GABA, qui est un autre neuromédiateur que je qualifierais de neuromédiateur du calme, si je puis dire. Voilà, c'est un petit peu un ensemble d'exemples de possibilités en aromathérapie et selon
la personne, ce qu'elle va dire, un peu ce que disait Sylvie, on va prendre l'ensemble de son vécu, de ses perceptions, et on va concocter des conseils qui sont en lien avec son ressenti à elle. Alors, on a plusieurs pratiques en matière de gestion psycho-émotionnelle, on va dire. Une des plus connues, c'est la sophrologie. Olivia, dans le cas du domaine du stress ou de l'anxiété, la sophrologie, tu l'utiliserais comment ? Alors, en fait, le stress, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des réactions physiques, corporelles et émotionnelles qu'on va ressentir face à une situation à laquelle on doit s'adapter. Donc, tu as très bien expliqué la différence entre le stress et l'anxiété. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire souvent en fait, notre corps, c'est comme un vase. Avant de pouvoir remplir de positif, il faut évacuer le négatif. Il faut faire de la place. Donc, en fait, en sophrologie, on va apprendre à évacuer les angoisses, à chasser les pensées qu'on peut avoir qui sont négatives, les tensions, ce qui va nous permettre de prendre du recul et de lâcher prise par rapport justement à ces situations stressantes pour qu'on puisse modifier son regard et adopter de nouveaux comportements. Donc, lors des exercices de respiration contrôlés, alors contrôlés, c'est-à-dire qu'on va faire des inspirations, la rétention et de l'expiration. Et donc, avec ces exercices, on va faire des mouvements associés qui vont permettre de jeter, exploser ou effacer son stress, ses tensions, ses angoisses et ses pensées négatives. En fait, ce sont des exercices qui sont simples et faciles à retenir afin de pouvoir les refaire en toutes circonstances. Donc, dès que le moment s'en fait sentir, tout au long de la journée, on se met 5 minutes à l'écart, on explose sa tension, sa pensée négative et voilà, ça passe tout de suite. En fait, la sophrologie, elle va représenter une solution efficace dans toutes les problématiques de tension émotionnelle parce que les pratiques portent à la fois sur le corps et sur le mental. Or, on sait que toute tension psychique rejaillit sur le corps et la plupart du temps, le stress ou l'anxiété s'accompagne de tensions physiques telles que les douleurs dans les épaules, les cervicales, de même que toute tension corporelle va impacter le cerveau. Donc, les deux sont indissociables et s'alimentent en fait en permanence. Du coup, en naturopathie, Sylvie, toi, qu'est-ce que tu proposes aux personnes qui sont sujettes au stress ou à l'anxiété? On ne t'entend pas. Merci. Alors moi, sur n'importe quel sujet, c'est vrai qu'il y a une sphère en naturo qui est l'alimentation, puisque en base de base, et j'ai oublié de le dire juste avant, c'est pour ça que je refais juste une petite aparté, l'alimentation est quand même assez importante. Alors, je ne dis pas qu'on va enlever des aliments, des machins, mais c'est super important. Et souvent, ce que je fais effectuer aux consultants, c'est un test acido-basique pour connaître l'équilibre acido-basique qui est un des piliers de notre santé, parce que c'est la balance entre notre taux d'acidité et d'alcalinité, parce que ça peut provoquer un corps trop acide, peut provoquer des douleurs articulaires et musculaires, des soucis bucco-dentaires, des brûlures d'estomac, des ulcères, des calculs rénaux, infections urinaires, ballonnements, douleurs, anxiété, fatigue, migraine, insomnie, etc. Donc, j'aime bien partir sur cette petite base de savoir quel est le taux. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse, mais du coup, que je fais très souvent, puisqu'elle répond un peu à tous les symptômes dont on va parler. Et aussi, mon rôle d'accompagnement sera d'expliquer le rôle de l'intestin et du système digestif, qui est super important pour tout, que ce soit pathologique ou pas, mais très important en maladies inflammatoires, CEP, fibromyalgie, etc. Et d'amener à comprendre aux consultants l'intérêt d'une alimentation anti-inflammatoire, je vais y arriver. Donc, mon approche en stress et anxiété, ça sera d'amener le consultant à apprendre et à composer avec les situations qui lui causent du stress et de l'anxiété. Et vous l'avez super bien fait d'expliquer la différence entre le stress et l'anxiété, parce que souvent les gens ne connaissent pas cette différence, et de les gérer pour réduire au mieux les effets nocifs physiques qui en découlent, puisque comme vous l'avez dit, tout ce qui se passe émotionnellement se répercute physiquement.
Alors, moi, je peux l'accompagner avec énormément d'écoute déjà. Écouter vraiment tout ce qu'elle a à dire, à poser, à poser dans le cabinet ce qu'elle a à dire. La gestion de la respiration consciente et aussi de soutenir. Alors, moi, je vais m'arrêter là et en général, je le conseille vraiment à une sophrologue, par exemple, pour tout ce qui est exercice physique. Mais aussi, moi, je vais la soutenir avec des infusions de plantes dites calmantes, par exemple, comme le rhodiolia, qui est une racine plus précisément, et qui est vraiment très prisée en plante anti-stress, mais aussi utilisée pour l'anxiété et la fatigue. Elle agit sur le taux d'hormone cortisol et riche en antioxydants, donc génial. En plus, ça va faire un équilibre avec les radicaux libres créés par le stress et l'anxiété. Et après, on peut aussi toujours accompagner avec les fleurs de bac pour le soutien vraiment de la partie émotionnelle. Et je réitère toujours, et j'espère que vous n'allez pas dire elle est relou celle-là, avec le Reiki que je vous expliquerai à la fin. À toi, Alexandra. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, on voit bien que vos spécialités, en fait, se réunissent et qu'on prend toujours dans la globalité la personne. J'aimerais qu'on suive aussi sur la problématique qui touche beaucoup de personnes. Il peut être difficile à trouver, autant qu'on peut voir apparaître des insomnies qui n'existaient pas avant la CEP. C'est un sommeil, on sait que le sommeil réparateur est essentiel pour se maintenir en santé. Patricia, est-ce que tu peux nous dire quelles huiles, par exemple, on pourrait utiliser pour nous accompagner, pour avoir un meilleur sommeil et redormir paisiblement dans les bras de Morphée? Oui. Alors effectivement, comme tu le dis, le sommeil, c'est une fonction importante pour tout le monde et c'est encore plus important pour les personnes atteintes d'une pathologie comme la sclérose en plaques. L'organisme, il a un besoin urgent de récupération, de restauration et en plus, le sommeil, c'est indispensable pour l'équilibre nerveux. Donc, il faut s'en préoccuper. Alors, sur les troubles du sommeil, on utilisera des huiles essentielles différentes selon qu'on a des personnes qui souffrent plutôt de problèmes d'endormissement ou au contraire des sujets qui ont des insomnies en pleine nuit ou des réveils prématurés. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes, en fait. Alors, pour les personnes qui sont sujettes aux difficultés d'endormissement, en fait, il s'agit de stopper le petit vélo dans la tête, ce qu'on appelle aussi la rumination mentale. En gros, le mental ne veut pas aller se coucher, c'est des pensées incessantes et ça se comprend, ça empêche de dormir. Donc, quelques exemples. Bon, déjà, pour favoriser l'endormissement, on peut déjà agir sur un des neuromédiateurs que j'ai cité tout à l'heure, le GABA, qui est le neuromédiateur du retour au calme. Voilà, donc on va utiliser certaines des huiles que j'ai citées, mais il y en a d'autres. On peut aussi utiliser l'huile essentielle de lycée citronnée, qui est vraiment une huile qui agit particulièrement contre l'agitation mentale. On peut utiliser la camomille noble dont l'action est antispasmodique, donc ça va favoriser la détente musculaire et donc ça va favoriser aussi le repos. Et on peut enfin utiliser, comme pour le stress, des huiles essentielles calmantes du système nerveux sympathique, parce que comme je vous l'ai dit, le système nerveux sympathique, c'est le système nerveux de l'éveil. Donc si on le calme, il va laisser la place au système parasympathique, qui lui est le système du repos et donc du sommeil. La bergamote, par exemple, est une huile essentielle qui est très efficace dans ce cas-là. Alors, pour les personnes qui sont plutôt sujettes aux insomnies en pleine nuit ou sur le matin, on va privilégier des huiles essentielles qui favorisent le sommeil profond ou qui favorisent sa prolongation. Alors, on a par exemple la lavande officinale, qui est assez connue pour ça, le ravinsara, auquel on pense souvent pendant les périodes d'infection, mais qui est aussi une huile essentielle qui favorise un sommeil de qualité. Et si l'insomnie est tenace, on va procéder aussi beaucoup par olfaction, parce qu'en fait, on oublie souvent que l'olfaction est extrêmement efficace. Et on a 2 huiles essentielles qui sont prolongatrices de sommeil en olfaction au moment du coucher. C'est l'huile essentielle de rose, qui est très chère, je l'avoue, mais en olfaction, on n'en utilise pas beaucoup, ou l'huile essentielle de bois de santal. Enfin, la marjolaine des jardins, par exemple, c'est une huile essentielle tranquillisante générale de beaucoup de systèmes cardiovasculaires, système immunitaire, etc. Elle met un petit peu tout en pause. Et là, elle va aussi favoriser la qualité du sommeil. Alors, la sophrologie, Sylvie, pardon, excuse-moi. C'est une pratique aussi appropriée pour les troubles du sommeil. On y pense souvent à la sophrologie. Toi, tu ramènes un meilleur sommeil comment avec la sophrologie ?
Alors, c'est Olivia, pas Sylvie. C'est pas grave. Alors, en fait, il n'y a pas de souci. En premier, il est important d'identifier comment le trouble du sommeil se manifeste. Donc, c'est-à-dire comment est votre endormissement? Est-ce que vous avez des réveils nocturnes? Est-ce que vous avez la sensation d'être fatigué dès le réveil? Depuis combien de temps ça dure? Donc, en fait, comme avec la douleur, on va définir le sommeil tel qu'il est actuellement et également définir le sommeil que la personne souhaite avoir parce qu'on sait que certaines personnes vont avoir besoin de 5 heures de sommeil alors que d'autres seront plus sur 10-12 heures. Voilà. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes de sommeil. Et en fait, du coup, grâce à des mécanismes toujours pareil, de respiration, de visualisation, la sophrologie va permettre de relâcher toutes les tensions qui ont été accumulées dans la journée et de calmer le système nerveux autonome. Le sommeil, en fait, il se prépare dès le réveil en conditionnant la qualité de l'éveil. C'est-à-dire que pour accéder au lâcher-prise, le soir, en fait, sans résister, le sommeil, il se prépare. Donc, il y a différentes études qui montrent que se coucher déjà avec l'angoisse de l'insomnie, c'est souvent à l'origine des périodes d'éveil nocturne. On sait aussi que, ça arrive souvent à tout le monde, quand on a peur de ne pas se réveiller, le matin ou de rater son réveil, on va se réveiller toutes les heures jusqu'à ce que le réveil sonne. Et en fait, c'est une angoisse qui se fait d'elle-même. Donc, on peut en fait compléter ces techniques de respiration avec des exercices qui sont basés sur la sophromnésie. Alors, la sophromnésie, c'est la capacité à revenir sur une expérience positive vécue pour retrouver les éléments mis en œuvre et les réactiver. Donc, c'est un peu... c'est quelque chose qu'on a déjà vécu, qu'on va remettre, entre guillemets, au goût du jour. Et des techniques, donc, de futurisation. Par exemple, on va utiliser une visualisation qui va emmener la personne à se voir au réveil après une nuit complète et un sommeil réparateur. On va lui faire ressentir les sensations physiques, émotionnelles et mentales d'un sommeil réparateur. Et en fait, la répétition de cette visualisation, donc on va l'écouter plusieurs fois, ça va avoir pour conséquence de programmer le mental à avoir un meilleur réveil. Et donc, ce sont ces deux techniques qui vous permettent de reprendre confiance en votre capacité à passer une bonne nuit et qui vont vous préparer à un moment de repos agréable et réparateur. Et la phase d'endormissement, elle pourrait être réduite par des exercices de respiration abdominale, propices à la relaxation, ou encore un travail sur les tensions musculaires et sur la mise en repos de l'activité intellectuelle. Donc, ce sont deux éléments qui sont propices à favoriser en fait la sensation de bien-être et d'endormissement. Et puis là encore, la respiration abdominale va avoir un rôle important puisqu'elle va amener à la détente et les différentes visualisations qui vont permettre un meilleur endormissement et puis éviter les réveils nocturnes. Voilà. Sylvie, est-ce que tu aurais toi quelque chose pour compléter en naturopathie? Alors, un des points essentiels, comme vous l'avez dit, d'une bonne santé, c'est le sommeil. Mais il a deux rôles. Alors, énergétique déjà, car il permet de recharger les batteries, et purificateur, car il assure aussi le nettoyage quotidien organique. Et ça, c'est important de le savoir. En cas d'insomnie, excusez-moi encore, mais l'alimentation joue un rôle pionnier. Après avoir fait un point alimentaire avec chaque personne, il est préférable de réaliser une prise de sang pour aussi déceler d'éventuelles carences pour sur lesquelles après on va pouvoir travailler. Exemple, tout ce qui est magnésium, fer, vitamines, zinc, en fait parce qu'ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre chimique du cerveau. Et si l'un d'entre eux est faible, alors là, on va pouvoir observer une mauvaise qualité de sommeil. Donc, c'est aussi important. Ceci n'est qu'un exemple, parce que le sommeil, c'est aussi très complexe. Il faut déjà, comme disent mes collègues, savoir quel est le type de sommeil, si c'est parce qu'on n'arrive pas bien à s'endormir ou on se réveille la nuit, etc. Donc, les exercices de respiration et tout que Olivia m'a appris, moi, m'aident beaucoup déjà, puisque même sans avoir la CEP, le sommeil n'est pas vraiment au beau fixe. Donc, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Après, vous avez aussi les tisanes qui peuvent vous accompagner
de plantes relaxantes pour préparer un meilleur sommeil. Et c'est aussi pourquoi je dis l'alimentation, puisqu'il y en a des fois qui n'arrivent pas à dormir, mais parce qu'ils mangent très mal sur le long de la journée et surtout le soir. Donc, on fait aussi un combo de tout ça. On essaye d'établir vraiment chaque personne le pourquoi du comment. Et aussi, avoir un mauvais sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil, ça peut être aussi un corps qui est trop encrassé entre guillemets, hein, excusez-moi du terme, mais de toxines qui peuvent vraiment engendrer une qualité de sommeil, voire des insomnies. Alors, je peux l'accompagner dans ma spécialité qui est le drainage lymphatique, mais par contre, c'est si vous êtes en capacité de recevoir le drainage, et c'est aussi avec l'accord écrit de votre médecin, puisque tout le monde ne peut pas être drainé ou massé. Donc, le drainage lymphatique aide vraiment à faire une détox des fluides pour nettoyer l'organisme. Et très souvent, quand on nettoie le corps, quand on fait une détox, déjà on peut accompagner d'une détox alimentaire pour vraiment nettoyer l'organisme et une détox lymphatique, donc nettoyage du réseau lymphatique et sanguin, on peut retrouver déjà une meilleure qualité de sommeil. Ça peut faire déjà la moitié du chemin. Et après, on voit, c'est toujours au fur et à mesure de la personne, de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas au fur et à mesure. Donc, je pourrais aussi lui conseiller un drainage lymphatique qui aide à l'évacuation des toxines. Merci beaucoup. On va terminer. Alors, on avait un programme sur les migraines et le rythme, mais on va vous laisser après place aux questions. Dernière chose sur la fatigue. La fatigue chronique, c'est le symptôme dont se plaint 2/3 des sépiens. Cela peut engendrer une culpabilité, de l'incompréhension de certains proches, mais cela a un impact sur toutes les sphères de la vie des patients. Olivia, comment la sophrologie peut-elle aider à améliorer cette situation en quelques petits points? Alors, en quelques secondes. En fait, la fatigue, elle peut se traduire par donc, des coups de barre dans la journée ou alors être liée à un manque de motivation, un état un petit peu dépressif. En fait, il faut différencier la fatigue physique et la fatigue mentale. Donc, les séances de sophro, elles seront adaptées en fonction justement de la raison de cette fatigue. Il y a différentes visualisations qui vont permettre de faire comme une micro-sieste dans la journée et qui, par l'activation du positif toujours, on active toujours avec le positif, vont réactiver l'énergie à l'intérieur. Il y a également plusieurs exercices de respiration dynamique qui vont redonner de la vitalité. Par exemple, on a l'exercice du polichinelle qui consiste à effectuer de légers sauts sur place pour se dynamiser. Voilà. En aromathérapie, Patricia, est-ce que tu peux nous en parler? Alors, oui, très très rapidement, parce qu'on est un petit peu en retard, en fait. On voudrait bien laisser la place aux questions. Donc, en fait, la fatigue, comme l'a dit Olivia, ça dépendra si elle est psychique, physique, ça dépendra de son origine aussi, si c'est un manque de sommeil ou si c'est d'autres causes. Il y a des gens qui sont fatigués en ayant un sommeil correct, donc on va regarder tout ça et on va avoir des huiles essentielles qui sont adaptées soit au manque d'énergie, à la fatigue physique, notamment celles qu'on a dès le matin, par exemple le pain ou l'épinette noire. Et puis, on va avoir des huiles plutôt pour la fatigue psychique, d'autres pour le surmenage, certaines qui sont toniques en journée, mais qui sont comme la menthe poivrée, par exemple. Mais par contre, il faut cadrer son utilisation parce qu'elle a des effets pervers. Voilà, la fatigue, c'est un symptôme très courant, mais qui a des origines très, très variées. Et donc, voilà, il faut qu'on discute avec la personne pour essayer de trouver la solution la plus adaptée à la réalité de sa fatigue. Sylvie, tu as quelques secondes. Oui, bien sûr. Toujours moi, la relou, ça va être l'alimentation, très axée alimentaire. Tant qu'on a fait comme a dit Olivia, axé quelle fatigue il s'agit, même Patricia l'a dit. Donc, on voit l'alimentation, on voit les carences. Peut-être aussi le manque d'activité physique peut entraîner de la fatigue, un manque d'activité intellectuelle aussi. Les traitements peuvent causer de la fatigue, les hormones, les douleurs. Donc, ça va vraiment être axé pour chaque personne. Donc, et on peut aussi, on n'y pense pas, être lié à un gonflement des ganglions lymphatiques. Donc, voilà. Et j'essaye d'aller vite et de prendre le plus, je ne sais pas. Et après, on peut apporter une supplémentation s'il y a besoin, s'il y a des carences, de la vitamine C. On voit vraiment chaque personne et la cause.
On cherche la cause de la cause de la cause. J'ai fait au plus vite. Merci beaucoup. Je pense on va passer maintenant aux différentes questions. Je laisse la main à Jérôme. Eh bien, voilà. Merci Alexandra, merci Patricia, Sylvie et Olivia pour vos interventions. On a beaucoup de questions qui sont arrivées et déjà beaucoup de remerciements pour toutes les personnes qui ont regardé sur vos interventions, très riches. Merci. On précise aussi que tout sera bien entendu en replay très bientôt sur le site de S'épanouir et sur notre chaîne. Les premières questions qui reviennent, et une question qui est revenue assez souvent, ce sont ces médecines douces sont chères, et comment est-ce qu'on peut accéder à ce type d'accompagnement pour les personnes qui ont une sclérose en plaques, pour certaines qui ne peuvent pas travailler et qui n'en ont pas beaucoup de moyens. Alors, vous avez des nouvelles mutuelles ou des mutuelles qui commencent à se mettre au remboursement des médecines douces. Mais par contre, il ne faut pas regarder dans votre tableau. Il faut vraiment les appeler parce qu'ils ont vraiment du mal à catégoriser nos pratiques. Donc, et il y a certaines mutuelles, c'est de plus en plus, qui commencent à rembourser, un peu comme l'ostéopathie, qui commencent à rembourser les séances de sophrologie, naturopathie, aromathérapie, je ne sais pas, mais je pense que ça en fait partie. Donc, il faut vraiment regarder au niveau de votre mutuelle. Après, sécurité sociale, non, pas encore. On n'en est pas là. Un jour, peut-être. Alors, on va rentrer ensuite dans les questions un petit peu plus précises. Au niveau des spasticités permanentes, quelles sont les aides que vous pourriez recommander? C'était une question de Lola. Peut-être plus pour toi, ça, Patricia. On ne t'entend pas. Il faut rebrancher le micro. Je croyais que je l'avais ouvert. Oui, on a des huiles essentielles qui seront plus particulièrement utiles dans ce type de problématiques de douleur. Par contre, c'est comme j'ai dit, il n'y a pas de recette. Il y a des huiles qui vont marcher pour les unes et pas pour les autres. Donc, on va dire que c'est la famille des huiles dites nociceptives. Mais il faut regarder. Je ne peux pas dire que pour une personne, bon, j'espère, je sais que c'est déceptif pour les gens, mais c'est ce qu'on a voulu un petit peu passer avec Sylvie et Olivia. On ne va pas avoir des huiles qui vont marcher pour tout le monde. Il faut vraiment voir le cadre général de la personne, son terrain. Est-ce qu'elle a d'autres choses à côté? Parce qu'il y a des contre-indications. Donc, c'est un petit peu difficile de répondre exactement à la personne. Quelle est l'huile qui va répondre à mon problème? Malheureusement. D'accord. Ensuite, on va avoir une question sur l'alimentation anti-inflammatoire. Comment est-ce qu'on peut adapter notre alimentation pour avoir ces bénéfices? Alors, déjà, on va faire, une question de Morgane. Vraiment un contrôle de votre hygiène alimentaire. Après, des fois, il suffit juste d'essayer d'enlever des petites choses ou rajouter des petites choses pour vraiment équilibrer chaque personne. C'est ce qu'on dit à chaque fois, en fait, dans nos pratiques, mais je pense qu'en médecine, c'est pareil. On prend vraiment la personne dans sa globalité et l'alimentation qu'elle fait. Mais l'alimentation va aussi avec l'activité physique, l'hydratation. Enfin, c'est vraiment très global. Donc, chaque personne sera différente. Après, on connaît les gros aliments inflammatoires. Alors déjà, l'industrialisation qui est très, très souvent à bannir. Après, oui, il faudra retirer le gluten parce que ça ne leur réussit pas du tout. Il y en a, alors qu'il y en a, ça n'aura aucun effet secondaire. Il y en a, ça sera les produits laitiers parce que ça les inflamme et ça augmente les douleurs. C'est vraiment chaque personne est différente. Donc, on fait au cas par cas et petit à petit pour trouver vraiment la bonne combine, si je peux dire, pour chaque personne individuellement. D'accord. Est-ce que je pourrais rajouter un petit point en tant que future naturopathe, parce que j'ai vu que la question avait été posée, j'aimerais rajouter à ce que Sylvie dit, c'est qu'elle l'a plus ou moins redit durant le sujet, mais attention, effectivement, on voit beaucoup de
anti-gluten, anti-lactose. Vous êtes chacun différent. Comme vous pouvez voir, nous avons une blonde, une rousse, on a de toutes les couleurs, on est tous différents. Donc, faites attention à ces pro-régimes. Je préfère que vous alliez voir un naturopathe près de chez vous ou qui vous a été conseillé plutôt que l'automédication qui, comme pour les huiles essentielles ou la sophrologie, pourrait être dangereux pour vous et avoir justement un effet pervers parce que si vous enlevez des produits et qu'après vous devez les réintroduire, c'est une toute autre histoire. Comme par exemple, moi j'en ai une qui a d'elle-même arrêté le gluten, mais qui s'est déclenché un diabète. Voilà, puisque elle n'a pas su réguler son indice glycémique et grimper en flèche tous les jours pendant des mois. Hein, ça s'est fait pendant des mois, bien sûr, sur du riz, machin, enfin des trucs internet bien comme il faut ou le sans gluten très industrialisé. Donc du coup, voilà, un petit diabète de type 1 qui a pointé le bout de son nez. Donc, faites vraiment attention parce que vous avez des terrains qui peuvent vraiment… Elle avait sûrement un terrain qui était… voilà, mais elle a pu le déclencher avec, l'arrêt du gluten, pardon, en essayant d'aller mieux. Donc, c'est pour ça que les accompagnements, que ce soit aromathérapeute, sophrologue, peu importe, est très, très important pour être cadré, si je peux me permettre, mais surtout pour ne pas faire n'importe quoi. Et faire tout en sécurité, surtout. Ensuite, je vais avoir une question collégiale de la part de Nicolas. On va la résumer comme ça. Quid du CBD? Moi, on me pose souvent la question. Je suis bien embêtée pour répondre parce qu'en fait, je suis embêtée sans être embêtée. En fait, c'est un produit dont les effets sont scientifiquement démontrés. Maintenant, la qualité des produits qu'on trouve, la façon dont on va l'utiliser, etc., va avoir beaucoup d'impact sur les résultats. Donc, on n'est pas spécialiste des CBD, enfin je ne crois pas, hein, Sylvie et Olivia, moi non plus, hein, c'est pas une huile, hein, c'est un produit très spécifique, mais on va se retrouver dans la situation plutôt de retrouver un CBD de qualité. Et là, c'est très compliqué de savoir ce qu'on vous vend en fait. Voilà. Aussi les effets de mode hein, qui sont très dangereux. Voilà. Je ne dis pas que le CBD est dangereux, hein. Je n'ai pas dit ça. Je ne dis pas que le CBD est dangereux, c'est les effets de mode qui sont dangereux. Ensuite, on va avoir une question. Comment peut-on trouver de l'aide, et on revient au thème abordé dans l'atelier précédent, pour la gestion des troubles sexuels? Là, je vais dire, c'était très intéressant l'atelier précédent. Bon, déjà, il faut arriver à en parler. Mais si jamais quelqu'un s'adressait à moi, par exemple, on va prendre la globalité de la problématique de la personne, son terrain, pas l'ensemble de ses problèmes. Mais si j'étais confrontée à un échange qui arrive sur la question de la sexualité, j'orienterais vers des professionnels tels que des sexologues. Et en l'occurrence, par exemple, on en a à Maxence, mais enfin après, ça dépend où habite la personne. Il faut s'orienter vers des gens qui sont en capacité d'entendre des choses qui relèvent de l'intimité, qui sont complexes. Voilà, on n'est pas sexologue. Nous. On sait où sont nos limites, en fait. Voilà. D'accord. Et ensuite, une question encore collégiale. La pérédance, comment est-ce qu'on peut intervenir en tant que marraine ou parrain pour face à des personnes malades qui auraient besoin de trouver de l'aide comme ça parmi vous quatre? Qui conseiller? Comment? Qui conseiller? Alors, nous, à Maxence, on a quand même l'habitude de dire, ça se fait aussi au feeling. Le parcours thérapeutique d'accompagnement, c'est aussi une question de rencontre. Il y a des choses qui se sentent. Ça ne veut pas dire que ça remet en cause la compétence de l'une ou de l'autre. Ça veut dire qu'il y a des gens avec qui ça va bien se passer avec Sylvie, d'autres avec moi, d'autres avec Olivia. Et on ne peut pas vraiment dire… nous, on va essayer d'orienter vers des pratiques. Et comme on connaît nos collègues, on a des échanges de pratiques pour se connaître mieux, pour savoir comment la personne… Parce qu'on a plusieurs sophrologues, on a plusieurs hypnothérapeutes. Voilà, on ne va pas choisir nous, mais peut-être des fois, on va savoir comment… quelle pourrait être la praticienne ou le praticien qui va le mieux correspondre.
Mais quand même, au départ, ça va être plutôt la personne qui est concernée qui va au final choisir. Et les critères de ces choix, ils vont être différents. Ça peut être l'apparence, ça peut être comment on va passer le contact. On a beaucoup d'offres découvertes. On peut échanger par téléphone gratuitement pour essayer de voir quelle est la problématique. Et puis la personne au téléphone va peut-être dire, non, avec elle, je ne vais pas le sentir, je vais aller voir une autre. Voilà, c'est compliqué quand même de dire quelle serait la pratique, parce que toutes les pratiques vont répondre à beaucoup des problématiques qui se posent dans le quotidien. Voilà, c'est la malade qui va choisir en fait son thérapeute. Oui, parce qu'il faut qu'elle soit à l'aise et en toute confiance pour pouvoir avancer dans son chemin de soins, son parcours de soins. Je pense que la confiance et aller dans le cabinet et se dire « Ah, je suis bien là » ou alors justement que ça rajoute une angoisse, un stress qu'on n'a pas besoin. Je pense que oui, comme dit Patricia, c'est vraiment au feeling et vraiment comment la communication passe pour que vraiment le soin soit vraiment très fluide, très calme et que ça engendre pas plus de symptômes ou plus d'anxiété ou de stress qu'il n'y a déjà sur certaines pathologies, dont la CEP. Alors, bien évidemment, on n'a pas pu aborder toutes les questions qui ont été posées. Mais maintenant, il va être l'heure de laisser la main à l'atelier suivant. Donc, Patricia, Sylvie et Olivia, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Merci beaucoup. Alexandra, on va souhaiter une bonne matinée, un bon petit déjeuner parce que ça va être l'heure. Et puis, moi, je vous dis à tout à l'heure pour les prochaines questions-réponses et je laisse la main à Eva. À tout à l'heure. Merci Jérôme. Dans tous les cas, un grand merci les filles parce que je pense que cette session a été très inspirante et instructive. Donc, bien évidemment, elle sera disponible en replay pour que tout le monde puisse revoir les informations et bien les assimiler parce qu'elles ont quand même été nombreuses. Et juste pour information, bon, malheureusement, on ne peut pas prendre un mini-car et toutes les prendre et faire le tour de la France pour que vous puissiez essayer. Faut voir. Pourquoi pas, il faudra peut-être y penser. Mais dans tous les cas, sachez que vous pouvez aller tester justement toutes ces pratiques si vous avez la chance d'habiter dans le 77. Donc, c'est le salon du mieux-être à l'hôtel Mercure de Bussy. Ça sera le 11 juin de 14h à 18h. N'hésitez pas à vous y rendre sur place. En plus, c'est un tarif assez abordable, c'est-à-dire c'est seulement 15 € et vous avez la possibilité d'essayer tout ce dont vous avez envie, c'est-à-dire d'essayer de trouver la pratique qui vous ressemble et vers laquelle vous allez pouvoir vous tourner pour vous faire accompagner, pour mieux vivre donc, avec la sclérose en plaques. Donc, encore une fois, un grand merci. On quitte pas Maxence, on le garde encore parmi nous. Merci. Mais par contre, on va enchaîner avec Gerfan Ditou. Au revoir. Au revoir. Merci les filles.